Aujourd'hui, on va parler de tests et de code déterministes ou non déterministes. Alors, derrière ce petit mot barbare se cache une notion très simple. On va découper cette conférence en plusieurs parties. La première partie, on va parler du déterminisme. Qu'est-ce que c'est que le déterminisme? Alors, si on va voir sur Wikipédia pour essayer de faire ça rapidement, le déterminisme, c'est une notion philosophique selon laquelle pour tout événement, il existe des conditions qui peuvent le provoquer. Donc pour résumer, en gros, ça veut dire le principe de causalité. Voilà, si on a un effet, il y a une cause, et si on a une cause, il y a souvent un effet. En gros, c'est souvent ça. On va voir aussi dans l'informatique comment ça marche, mais en fait, le déterminisme est utilisé dans plein d'autres domaines, la physique, la science, les mathématiques, etc., et l'informatique aussi. Petit exercice aujourd'hui, alors on va faire ça rapidement, on va le faire sous forme de questions rhétoriques, mais si je vous donne une petite formule, genre 4 plus 2, vous êtes capable de connaître le résultat. Je pense que tout le monde est à peu près OK là-dessus. 3 ou pas, hein, évidemment, 4 plus 2, ça fait 6. Le résultat est évidemment 6. On est au courant de ce que ça fait, parce qu'on a à peu près tous et toutes fait des mathématiques à l'école. Maintenant, si je vous le présente autrement, x plus 2 égale 6. Du coup, on a un petit peu déplacé le résultat. On va commencer à avoir des noms de variables, des inconnus. Quelle est la valeur de x? Donc, avec des principes mathématiques, on est capable de résoudre cette équation. Ça fait 4, évidemment. Tout ça, ce sont des formules, des calculs. Si je recommence avec d'autres formules, là, on va passer aux équations au second degré. Donc là, on quitte le collège, on commence, on est à la fin du collège, peut-être au début du lycée. Quelle est la valeur de x dans ce contexte? Et ben, ce qui est intéressant, c'est que je commence déjà à avoir des réponses dans le chat, des gens qui me disent 2. Non, c'est 2, mais ça peut être moins 2. Et donc là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. C'est qu'en fait, on n'est pas sûr du résultat dès le départ. Parce que ça peut être 2 ou moins 2. Donc on a une formule, mais on n'est pas sûr de qu'est-ce qui cause la validité de cette formule. C'est ça qui est intéressant justement dans le principe. C'est là on commence à toucher du doigt le principe de déterminisme. Vous avez peut-être entendu parler du théorème d'Al-Kashi, la loi des cosinus. C'est, on va dire, une généralisation du théorème de Pythagore. Donc c'est pareil, hein, on est au lycée en mathématiques. Voilà, toutes ces équations, ou alors des équations comme celle-ci, qui est une équation, une version simplifiée de l'équation du principe d'incertitude d'Heisenberg, qui a été présentée en 1927, donc ça date. Tout ça sont des équations dont on a l'impression parfois que c'est déterminisme. En mathématiques, quasiment tout est déterministe, ou presque. Les seules choses qui ne sont pas déterministes en mathématiques, ce sont souvent les probabilités que l'on peut quantifier partiellement ou pas. C'est pour ça que je vous ai montré une équation du second degré tout à l'heure, parce qu'on n'est pas capable tout de suite de savoir quel est le résultat. Le principe d'incertitude d'Heisenberg, c'est le même principe. Si vous voyez ici, et que vous avez déjà fait des maths au lycée, vous avez le petit i qui est ici. Le petit i, c'est un nombre imaginaire, c'est le principe des nombres complexes, on utilise i, et i, c'est un nombre dont la valeur au carré est égale à 1, à moins 1, pardon. Donc en gros, i au carré, ça donne moins 1. Et si vous avez déjà fait des maths, vous savez qu'il est impossible de faire une racine carrée d'un nombre négatif, normalement. Et pourtant, la création, on va dire la découverte de ce concept de i carré égale moins 1 a permis l'avènement de calculs mathématiques plus complexes, c'est pour ça qu'on les appelle les nombres complexes d'ailleurs, qui ont permis à la découverte des équations du principe d'incertitude d'Heisenberg qui sert à la physique quantique, etc., et aux mathématiques modernes. Et notamment, ces principes-là ont servi aussi dans la création des nouveaux matériels informatiques. Je ne parle pas juste des ordinateurs quantiques, hein, mais des ordinateurs à la base. Ce qu'on trouve dans les conductances, enfin je ne sais pas si on appelle ça des conductances, mais aussi dans les transistors, par exemple, il y a beaucoup de choses au niveau atomique qui sont compliquées à gérer et des principes de physique quantique nous ont permis de le savoir. Mais on n'est jamais sûr de savoir si ça marche toujours pareil. Donc le déterminisme dans l'informatique, c'est vraiment un système, on va toujours parler de système déterministe. Je crois que je vais faire l'erreur à chaque fois. Un système déterministe, en gros, c'est un système dans lequel il n'y a rien d'aléatoire pour produire les résultats d'une opération, ou dans le développement futur d'un système déterministe donc. Ce qui veut dire, c'est que si jamais on a quoi que ce soit qui ne peut pas être prédit à l'avance, c'est forcément non déterministe. Voilà. Tout simplement un nombre aléatoire, par exemple, on va éviter de faire des bêtises. Un nombre aléatoire, voilà, vous avez besoin de valeurs aléatoires, par exemple pour générer des identifiants, eh ben, c'est pas déterministe. Sauf que on est en informatique, et en fait, par définition,
les générateurs de nombres pseudo-aléatoires que vous utilisez, typiquement UniQID ou des choses comme ça, ils sont déterministes en fait, puisqu'ils font appel à des algorithmes mathématiques. Hein, les nombres aléatoires n'existent pas en fait en électricité, en binaire, etc. C'est pas possible en fait. Donc on va utiliser des algorithmes, et ces algorithmes sont suffisamment complexes pour qu'ils soient déterministes d'un point de vue humain. Et je le mets vraiment non déterministe d'un point de vue humain. Je mets vraiment entre guillemets. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que c'est aléatoire, et ça nous va, à peu près. Sauf que dans la réalité, vous avez peut-être entendu parler des algos MD5, qui est un algo de hachage, et MD5, ça fait 20 ans en fait qu'on sait prédire des résultats de MD5, soit à partir de force brute, soit à partir de dictionnaires, et en fait, on sait même créer des collisions dans les principes de hachage avec MD5. Bon, si vous avez déjà haché des mots de passe avec MD5, arrêtez tout de suite. Utilisez des vrais algos de chiffrage aujourd'hui. Mais en fait, ils sont tous déterministes. Pour que ça soit vraiment aléatoire, c'est compliqué. J'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui disait que le vrai aléatoire n'existe pas. Bah si, justement, il existe, mais c'est très compliqué de le déterminer. Et par exemple, pour la sécurité du web, vous avez peut-être déjà vu passer ça. Ça, c'est un mur de lampes à lave. Et vous avez peut-être déjà vu ces lampes qui étaient super populaires dans les années 80, qui voilà, font des espèces de petites boules c'est pas de la lave, mais des boules de cire en fait, ou de résine qui font à basse température. Et c'est joli, c'est fun. Et en fait, les mouvements de ces lampes à lave sont super difficiles à prédire. Ils sont pas imprédictibles, ils sont super difficiles à prédire, ce qui est nettement différent. L'avantage, c'est que si on en met plein ensemble, eh ben, on a plein de choses très difficiles à prédire. Donc, c'est ce qu'a fait Cloudflare, Cloudflare qui est donc un fournisseur de CDN, d'infrastructures web, etc. Donc, allez regarder les sources quand vous aurez fini la conférence. Et ils ont fait ça, ils ont fait un mur de lampes à lave, et leurs mouvements sont suffisamment difficiles à prédire pour qu'ils puissent s'en servir dans leur système, vraiment leur système informatique, pour générer des nombres aléatoires. Et ces nombres aléatoires sont utilisés pour générer des clés privées, des certificats TLS pour HTTPS, des choses comme ça. Donc allez voir l'article que je mets en lien, il est super intéressant, et je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, vous avez sur n'importe quel traducteur et ça vous permettra de comprendre. C'est vraiment super intéressant. Donc à partir de là, quand vous avez du code qui est basé sur de l'aléatoire, on vous a certainement dit ça dans le passé, il faut faire des tests. Voilà. Allez voir, que ce soit les tutos de Lior, de GraphiCart ou autre, il y a toujours quelque chose relatif au test. Il faut tester son code. Je ne vais pas faire un cours sur les tests, on n'a pas le temps, mais je vais vous expliquer en fait comment on va faire pour tester des systèmes aléatoires. Donc comment on fait pour tester de l'aléatoire? Vous le faites pas. Voilà. En gros, on ne va jamais tester purement une valeur aléatoire. Je vais vous montrer pourquoi après. Ce qu'il faut faire, c'est créer des mocks. Alors, on va en parler juste après. Alors, le test, voilà, vous avez peut-être déjà vu, pour juste remettre le cadre des tests, imaginez que vous avez une classe qui sert à faire des calculs. Donc là, j'ai extrêmement simplifié. Cette calculette, elle prend des arguments, donc la valeur A, la valeur B, et elle les ajoute. Et ensuite, on va devoir tester cette calculatrice. Donc, pour la tester, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre calculateur, notre calculette. Voilà. On va effectuer une addition avec deux valeurs qu'on connaît, voilà, 1 et 2. Nous, on sait que 1 et 2, ça fait 3. En tout cas, dans un système normal, c'est censé faire 3. Sinon, je ne sais pas avec quelle loi de la physique vous fonctionnez. Et je ne sais pas avec quelle loi mathématique non plus vous fonctionnez. Mais on fait cette addition, on récupère le résultat, et on va vérifier que le résultat est bien égal à 3, parce que nous, on l'a prédit. Voilà. Une opération mathématique comme celle-ci, c'est une opération déterministe. Donc c'est super simple de faire du test sur du code déterministe. Maintenant, comment on va faire pour faire du code non déterministe? Alors vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué. On va commencer déjà par coder nous-mêmes un système non déterministe. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du jeu de rôle papier, que ce soit en ligne ou en direct. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas pu faire du jeu de rôle en direct, hein, merci le Covid. Mais en gros, souvent vous faites des lancers de dés. Vous lancez un dé pour savoir si vous avez réussi une action à sauter par-dessus une falaise pour essayer de rattraper l'autre bout avec une main, un peu comme Lara Croft dans Tomb Raider, ou grimper à une corde, ou frapper quelqu'un avec une épée, des choses comme ça. Donc, vous lancez un dé. Donc, on va coder un système qui lance des dés.
Donc pour ça, on va avoir le nombre de dés à lancer, premier argument, le nombre de côtés de chaque dé. Donc le nombre de côtés, un dé à 6 faces, c'est le classique, hein, mais dans le jeu de rôle, vous avez peut-être déjà entendu parler des dés à 8 faces, 10 faces, 12 faces ou 20 faces. Il y a même des dés à 30 faces, des dés à 100 faces, hein, mais bon, on va éviter. Et l'éventuel bonus. Donc l'exemple que vous voyez en bas, c'est 2d6 plus 3, c'est la syntaxe qu'on utilise quand on lance des dés. On va jeter 2 dés à 6 faces et on va ajouter 3 au bonus. Donc le code, il est vraiment ultra simpliste. D'abord, on commence par le bonus, puisqu'on va l'ajouter au résultat. Donc on va considérer que notre résultat de base, c'est ça. On va faire une petite boucle sur le nombre de dés à lancer, puisque chaque lancer doit être effectué indépendamment. Et au résultat, on va rajouter un nombre aléatoire. Donc là, j'utilise PHP, mais en fait, en JavaScript, ce sera math random. Il y a plein d'autres, dans tous les langages, il y a quelque chose comme ça. Hein. Là, j'ai pris PHP parce que c'est un des langages les plus simples. Et donc la fonction randomInt en PHP, qui nous permet de récupérer un entier compris entre une valeur A et une valeur B. Et voilà, il choisira aléatoirement. Et donc on rajoute ça au résultat et on renvoie le résultat. Voilà, ça nous fait un système qui nous permet de lancer des dés. Voilà. Maintenant, on va tester différents cas pour tester ce code aléatoire. Parce qu'on nous a dit, voilà, GraphiCart, Elior, ils nous ont dit, il faut faire des tests. Faites des tests unitaires, des tests fonctionnels, faites des tests. On va faire nos tests. Première solution, tester plein de cas. Oui, on va tester plein de cas. C'est en gros, vous faites 25 lancers de dés, puis vous vérifiez que le code est à peu près entre, que la valeur est à peu près entre X et Y, selon ce que vous voulez. Donc on va créer un système complexe. Donc là, j'utilise PHP Unit, mais voilà, pareil, en JS, il y a plein de frameworks pour faire des tests. Et en PHP Unit, on va créer ce qu'on appelle des providers. On va fournir des données. Et là, je fournis juste une liste de données, là, avec 3 boucles for each. Donc, on va tester différents dés. Donc, un dé à 4 faces, un dé à 6 faces, un dé à 8 faces, 12 faces, 20 faces. C'est les dés de base qu'on a dans le jeu de rôle. On va tester des dés de 1 à 10. Donc, on va lancer d'abord un dé, ensuite 2 dés, ensuite, etc. Et ensuite, on va lancer 6 dés. Donc, ça commence par un dé à 4 faces, et ensuite 10 dés à 20 faces, en passant par les étapes intermédiaires. Donc, 10 dés à 4 faces, 10 dés à 6 faces, 5 dés à 8 faces, etc. Ça va le faire dans l'ordre. Et les bonus, bon, ça, c'est juste pour pouvoir être sûr qu'on va le tester nous-mêmes. Mais on va dire, en gros, ce sera un dé 4 plus 1, un dé 4 plus 2, etc. Avec des petites boucles for each imbriquées, on va générer en fait notre jeu de données. En gros, ça va nous créer une liste de tests. Donc là, je les ai même annotés ici. Donc petit tip, si vous connaissez un peu moyennement PHP Unit et que vous faites du PHP, vous pouvez nommer en fait vos données, vos jeux de données, ce qui vous permet de les retrouver ensuite dans votre code quand vous avez des problèmes de test. Mais en gros, nous, ce qu'on veut, c'est les arguments qu'on va mettre dans notre jeteur de dés. Donc on va mettre le nombre de côtés, le nombre de dés à lancer et le bonus. Donc en gros, ça va nous générer une liste assez énorme. Je crois que j'avais fait le code, je crois que j'ai plusieurs centaines de tests qui ont été générés grâce à ça. Et ensuite le code de notre test. Donc, on va utiliser le data provider qu'on a créé précédemment. On va le dire grâce à cette annotation. C'est du PHP Unit, hein, je vais pas épiloguer là-dessus. Ensuite, on va définir les arguments. Alors, j'ai oublié un petit saut de ligne ici, mais il y a les 3 arguments qui correspondent aux 3 arguments de la méthode roll de notre jeteur de dés. Bon, donc, voilà les arguments. On crée notre jeteur de dés, notre envoyeur de dés, si je puis dire. Je ne sais même pas comment le traduire en français. On va lui demander de jeter les dés. Donc du coup, le système de jet de dés, il va utiliser randomInt à chaque fois, puisque si je lui envoie 10 dés à lancer, il va exécuter randomInt 10 fois. Donc il va me générer 10 nombres aléatoires. Et c'est là que c'est un peu moche. C'est un peu moche parce qu'en fait, on va être obligé nous-mêmes de calculer une estimation de la valeur possible dans le résultat, parce qu'on ne peut pas prévoir le résultat. On peut juste prévoir qu'il est entre 2 valeurs. Donc il doit être plus grand qu'une valeur et plus petit qu'une autre valeur. Et on est obligé de calculer ça. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment là sur un système non déterministe de base, mais en plus, nos tests eux-mêmes ne sont pas déterministes non plus. On sait juste que le résultat, il est à peu près entre 2 résultats, mais on ne sait pas trop, on ne sait pas lequel. Ça, c'est un problème. C'est un problème parce que, à un moment donné, si jamais le résultat est pile au milieu, on va avoir besoin de le savoir. Si le résultat, il est altéré par divers trucs hardware, des choses comme ça commence à être compliqué. Donc, il va falloir trouver une autre solution. Parce que, ok, c'est facile à mettre en place,
Par contre, bah déjà, ça crée plein de tests. Ça va créer, je crois, 250 tests. Et puis, statistiquement, c'est pas stable. Parce que, comme dit, on n'est pas capable de prévoir le résultat. Donc, on ne sait pas, en fait, dans quel range précis de résultat. Est-ce que c'est plus sur la moyenne ou pas. Tout ça, ça dépend de comment random int sera implémenté. Comment notre générateur de nombres pseudo-aléatoires sera implémenté dans notre langage. L'avantage de PHP, c'est quoi? La random int, il est super aléatoire, mais ça reste quand même un problème. Normalement, random int, il n'est pas déterministe, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui n'est pas déterministe dans programmation, souvent, c'est d'un point de vue humain. Parce que si je fais un test pour voir si random int est déterministe, ça veut dire que si je fais plein d'exécutions de random int, je dois toujours arriver à une moyenne. Le principe statistique d'aléatoire, c'est que si je fais plein de tests, j'arrive à une moyenne. Voilà. Si par exemple je crée un système qui va utiliser mon lanceur de dés et que je vais lui faire exécuter 2d6 plus 3 à chaque fois, à la fin, je dois avoir une moyenne de 12. Donc là, si je fais 1 million de jets de dés et que je le répète 10 fois, ça fait 10 millions de jets de dés, et ben on s'aperçoit que le résultat n'est pas fixe. Voilà. En statistique, on appelle ça la loi des grands nombres, c'est que plus on a de valeurs dans un ensemble, plus la moyenne va être proche de la moyenne théorique, mais dans la réalité, c'est jamais le cas. Donc on ne peut pas faire confiance à random int parce que si on a besoin d'une valeur moyenne quelque part, eh ben on l'aura jamais de façon sûre. On va être obligé de faire attention, de vérifier que c'est plus ou moins 1%. Là, vous voyez, j'ai fait 1 million de tests à chaque fois et j'ai un peu moins d'1% de marge de manœuvre. Mais quand vous avez des applications ou des jeux vidéo avec des millions de joueurs, etc., on ne peut pas se permettre d'avoir 1% de variation. Ça peut être problématique. Il y a des gens qui font du PVP, voilà, les jeux comme Fortnite et autres, où tu peux avoir 2-3 petits trucs aléatoires, etc. Bah, si on a 1% de changement, ça peut changer complètement le cours d'un jeu. Et là, on parle de jeu. Maintenant, imaginez quand il s'agit de clés de sécurité, de certificats TLS, de clés privées RSA, des choses comme ça. Voilà. Si on génère 2 clés RSA et qu'en fait les 2 clés tombent dans le 1% de marge d'erreur, on risque d'avoir des collisions. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'algo MD5 il y a plus de 15 ans. Et du coup, bah, on ne fait pas. Donc une autre solution, là c'est uniquement une solution qui est dédiée à PHP, on peut surcharger la fonction random int. Avec des surcharges de namespace, on peut le faire. Alors c'est pas propre, donc on le fait pas. Voilà. Mais on peut le faire. C'est-à-dire qu'en gros, il suffit simplement de dire à notre code d'utiliser random int tout court, et on va créer une fonction random int dans le namespace global, et on va le faire dans nos tests. Comme ça, dans notre namespace global, on va pouvoir faire en sorte que random int soit déterministe, qui donne un vrai résultat. Sauf que non, on ne fait pas. Donc la dernière solution pour tester du code basé sur des systèmes aléatoires, c'est de créer des mocks. Alors, un mock, c'est quoi? C'est un concept qui va permettre alors déjà d'externaliser, ça veut dire qu'on a externalisé la logique, on l'a mise ailleurs. Donc plutôt que de dire on va utiliser random int, eh ben on va créer une interface, par exemple. Donc là ici en PHP, mais on peut le faire en JS ou en TypeScript, en Rust, etc. Pour dire en fait on va avoir un service externe, un système, qui est là pour nous fournir des nombres aléatoires. Donc ici on a juste repris la même méthode que le random int, donc un nombre aléatoire. Mais on crée une interface pour ça. Vous dire, voilà, c'est une interface et mon lanceur de dés, donc ça c'est le lanceur de dés tout à l'heure, on va lui rajouter 2 petites choses. La première, le fournisseur de nombres aléatoires. Comme ça, il n'utilise plus random int nativement. C'est la première chose qui est vachement importante. On va externaliser les nombres aléatoires, on va les mettre ailleurs. Et la deuxième chose, évidemment, on va, au lieu d'utiliser random int, on va appeler notre fournisseur de nombres aléatoires. Ça, c'est la base. Une fois qu'on a ça, on a externalisé la logique de génération de nombres aléatoires, et notre lanceur de dés, il va utiliser un nombre aléatoire qui vient d'une classe qui doit implémenter cette interface. Donc maintenant que c'est fait, il faut les implémenter. Donc, implémentation de base, random int natif. Donc, native random int provider, donc un fournisseur de nombres aléatoires basé sur la fonction random int native à PHP. Donc, avec JavaScript ou TypeScript, ce serait native math random random int provider ou quelque chose comme ça, peu importe. Enfin, vous choisissez votre nommage, faites en sorte que ce soit clair. Et là, je n'oublie pas le petit backslash qui nous permet d'être sûr que personne ne pourra surcharger la fonction random int. C'est un petit tips pour PHP. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien, on va dire par défaut dans notre application, si on veut du nombre aléatoire en prod, on va lui demander d'utiliser ça. Et avec des frameworks comme Laravel ou Symfony, on peut configurer tout un tas de trucs externes, injection de dépendance et tout ça. Enfin, allez voir les formations de Lior et GraphicArt sur l'injection de dépendance pour savoir ça, mais
on peut faire en sorte d'utiliser cette classe-là automatiquement dans notre code grâce à de l'injection automatique dans les frameworks comme Symfony. Et on va créer un fournisseur de nombres aléatoires déterministe. Je vous l'ai dit, on ne peut pas tester du code non déterministe. C'est pas possible, parce qu'on ne peut pas prévoir le résultat. On peut prévoir que un champ de résultat. C'est un peu le même principe que les principes d'incertitude d'Heisenberg, dont je vous parlais tout à l'heure. Et par exemple, si vous avez vu, pour revenir dessus, si vous avez déjà vu des épisodes de C'est pas sorcier, il y a longtemps, on représentait souvent l'atome avec un noyau et des électrons. Et d'ailleurs, Jamy disait souvent des électrons qui gravitent autour. Un vieux modèle d'atome. En fait, les électrons, ils gravitent pas autour. Ils sont à un certain endroit autour, mais on ne peut pas le prévoir. On ne peut pas tout prévoir. Voilà. Et c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg qui nous a permis de voir qu'en fait, on parle de champ d'électrons et pas de trajectoire d'électrons. Voilà. On ne peut pas tout savoir en même temps. Donc, vu qu'on ne peut pas tout savoir en même temps, on va trouver une alternative déterministe dans notre cas pour savoir. Donc, notre fournisseur de nombres aléatoires, au lieu de passer par randomIt, au pifomètre, on va lui donner une propriété publique ici. Comme ça, on va pouvoir la modifier à loisir. Et on va lui donner le résultat qu'on veut. Comment on va s'en servir, nous? Alors, déjà, dans notre code, on s'en sert pas. On s'en sert dans nos tests. Dans notre code, lui, il doit vraiment fonctionner avec un truc aléatoire. Imaginez mettre en prod un système de lanceur de dés dont le résultat, c'est toujours 1. Vous allez en avoir un petit peu ras-le-bol de rater vos jets de dés à la fin. Donc non, mettez celui en prod, c'est bien celui qui est aléatoire. Mais en dev, vous n'allez pas pouvoir utiliser un système non déterministe. Pour le test, il faudra toujours décider soi-même de la valeur. Donc on va reprendre notre test de tout à l'heure. On va créer notre petit fournisseur de nombres aléatoires déterministe, parce qu'on peut prévoir le résultat, c'est ça qu'on veut. On va créer notre lanceur de dés et lui fournir, ici, on lui fournit notre lanceur de dés aléatoire, parce que notre générateur de nombres aléatoires, qu'il en a besoin. On va dire qu'on veut que le résultat de notre prochain jet de dés, ce soit 1. Enfin, d'ailleurs, de tous les prochains jets de dés. Donc en gros, c'est comme si vous aviez un dé truqué, quel que soit le nombre de faces, et en fait, il fait toujours 1. Voilà, failure, échec critique, fumble. Et on va dire à notre lanceur de dés de lancer les dés. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, 2d6 plus 3. Et là, on est sûr que le résultat, ça doit être 5. C'est obligé, puisque forcément, si on lui lance 2d6, les deux vont faire 1, donc on aura 2. Et si on rajoute 3, 3 plus 2, ça fait 5. Voilà, évidemment, vous le saviez. Vous le savez tous et toutes. Voilà comment on teste un système non déterministe. Voilà. On ne le teste pas, et à la place, on va créer un système déterministe pour pouvoir tester celui-ci. Un autre petit détail, c'est que si jamais à un moment donné, vous avez des choses qui dépendent purement de la valeur du résultat. Par exemple, vous voulez jeter un dé à 6 faces, et si c'est 1, je dois faire ça, si c'est 2, je dois faire ça, si c'est 3, je dois faire ça, etc. Imaginez par exemple, quand on crée un personnage dans un jeu de rôle, il peut y avoir des jets aléatoires, genre, je sais pas, quel est l'inconvénient que vous allez avoir. Vous avez une table, vous avez 10 valeurs possibles, vous jetez un dé à 10 faces, vous tombez sur 10, pouf, il vous manque un bras. Similairement, en informatique, vous allez pouvoir tester ça, puisque ce que vous allez faire, c'est que votre système de table avec 10 valeurs possibles, vous allez l'externaliser avec une valeur aléatoire au début, et on va jeter un dé 10, au pifomètre, voilà, parce qu'en prod, c'est ça qu'on veut. Mais pour vos tests, vous allez dire à votre système déterministe, je veux d'abord que ce soit 10. Et ensuite, je vais exécuter mon truc aléatoire, le créateur de personnage, etc. Et je vais bien vérifier qu'il a perdu un membre. Et s'il a perdu un membre, c'est que la valeur 10 a bien été utilisée par mon système de création de personnage, etc. Bon, pour conclure le plus rapidement possible, il ne faut pas tester les entrées aléatoires. Jamais. Ne le faites pas. Trouvez toujours une solution pour faire autrement. Et donc pour ça, vous faites en sorte que tout ce qui est aléatoire, ce soit un service externe. Vous le mettez ailleurs. Vous n'utilisez pas les fonctions natives de votre langage de programmation pour générer des nombres aléatoires. Vous ne le faites pas. Et à la place, vous allez mettre ça dans une interface en PHP ou en TypeScript, dans un trait en Rust ou n'importe quoi d'autre. Vous avez tous les langages de programmation à votre disposition pour faire ça. Et le but, c'est que ce service externe puisse être implémenté de base avec la vraie fonction native, mathRandom en JS, randomInt en PHP, etc. Et ensuite, dans vos tests, vous allez moquer ce service, vous allez créer un mock qui aura des résultats déterministes que vous allez spécifier dans vos tests. C'est toujours comme ça qu'il faut faire. Petite note à part, il y a autre chose qui est jamais déterministe dans votre application, même si vous avez parfois l'impression que ça l'est, c'est les dates.
vous avez besoin d'une valeur created at, par exemple, dans vos entités, dans vos objets, et ben la date, c'est pas déterministe non plus. Parce que vous le savez, hein, aujourd'hui, voilà, on est le 1er novembre, là, il est 14h59, à peu près, ça dépend en plus du fuseau horaire, qu'est-ce que je raconte si, l'heure, elle dépend du fuseau horaire, mais ce que je veux dire, c'est que 14h59, ça dépend des horloges, etc. Ben, la date, c'est pas déterministe non plus. Quand vous allez faire des tests, parfois, il y aura des données qui seront pas totalement déterministes, et donc vous pouvez carrément utiliser des systèmes. Alors, je crois qu'en PHP, il y a une bibliothèque qui s'appelle Carbon, qui vous permet d'avoir vraiment la possibilité d'externaliser les dates. Au lieu d'utiliser l'horloge interne de l'ordinateur, vous allez avoir votre système qui est basé sur Carbon, et vous pouvez dire à Carbon, attends, parce que je veux que la date de là tout de suite, ce soit une date fixe, qui ne change jamais. Parce que comme ça, dans mes tests, je sais quelle est la date fixe d'aujourd'hui, ce sera toujours la même, parce que je l'ai spécifié dans mes tests, et du coup, les résultats de mes opérations basées sur des dates pourront être déterministes, parce que sinon, ça l'est pas. Voilà. Et c'est super important parce que quand vous allez commencer à avoir des trucs basés sur des millisecondes ou pire des microsecondes, alors déjà sur des secondes c'est le bazar, mais alors sur des microsecondes ça commence à être le bazar, c'est bien d'avoir une fausse horloge. Vous pouvez déterminer le temps sur votre horloge, et donc Carbon par exemple permet de faire ça, mais vous pouvez faire ça à la main hein, sinon, ou créer votre propre fournisseur de date. De toute façon c'est pas compliqué, un fournisseur de date, hein, vous allez lui dire la date de maintenant c'est date time now, c'est date time now par défaut en PHP. Mais sinon, vous pouvez le faire avec un système externe, comme Carbon, qui vous permet facilement, avec une petite API statique, de le faire. Donc, j'espère que c'est assez clair. Alors, j'ai vu qu'il y a des gens dans le chat qui étaient un peu perdus. Merci pour votre écoute. Et est-ce que vous avez, du coup, des questions? Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ont un petit peu décroché. Et c'est sûr que c'est pas simple. Je parlais de beaucoup de choses. J'ai pas assez de temps. Je vous écoute. Ça va m'être utile pour mon projet actuel, merci beaucoup. Je t'en prie, j'espère carrément que tu vas pouvoir t'en servir. N'hésite pas à me faire des retours, hein. Il y a mon tag sur Twitter ici. La génération de nombres en informatique est-elle équiprobable? Tu l'as vu tout à l'heure? Non. Parce que j'ai fait 10 millions de tests d'affilée, et 10 fois 1 million, et en fait, à chaque fois, la valeur moyenne n'était pas la même. Donc en fait, c'est pas équiprobable du tout. Alors évidemment, c'est pas équiprobable, mais à échelle minime. Là, j'ai fait 10 millions de tests et il y avait moins de 1% de marge d'erreur sur la moyenne. Mais si tu commences à faire 150 millions de tests, tu auras peut-être 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000 de marge d'erreur. Mais il faut faire quand même super gaffe parce que ça dépend du processeur, ça dépend du langage de programmation et de comment il a implémenté sa gestion de nombres aléatoires, etc. J'espère que ça répond à la question. Super, j'aurais pas pensé à le faire naturellement. Non, on n'y pense pas parce que personne nous l'apprend. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous l'apprendre. Pas évident de tout saisir, mais c'était captivant. Merci. Si tu as des questions, n'hésite pas à me tag sur Twitter, sans aucun problème, je répondrai à toutes les questions. Voilà, parce que je sais que c'est un peu velu. Est-ce qu'il y a une ressource plus longue ou une vidéo pour expliquer ce sujet? Malheureusement, je n'ai pas trop d'infos à ce sujet. La génération de nombres aléatoires, je mettrai mes slides en public après la conf, je les balancerai sur Twitter, et tu pourras lire notamment l'article de Cloudflare sur la sécurité et notamment les nombres aléatoires et comment ils ont géré ça avec leur mur de lampe à lave. C'est super intéressant, ça apprend plein de choses, mais effectivement c'est un peu velu, un peu